5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est une nouvelle qui est tombée comme un coup de massue, ce qu'on pourrait appeler chronique d'un séjour inachevé. Renoussou, femme de lettres, femme de culture, Amazon politique aussi, s'en est allée. La nouvelle est tombée ce dimanche, provoquant émoi et consternation. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cette femme d'exception qui a su, par son talent et son engagement, enrichir notre imaginaire et éclairer notre monde. Une dramaturge qui aura exploré avec talent et sensibilité les vicissitudes d'un monde dont elle s'est désormais retirée. Et au chapitre politique de cette émission, on s'intéressera à Joseph Fifame Diogbenou qui remet les pendules à leur nom. Le président du parti Union Progressiste Le Renouveau n'a jamais tenu les propos qui lui sont attribués, faisant croire qu'il sera candidat à la présidentielle quoi qu'il advienne. L'ancien président de la Cour constitutionnelle a apporté un démenti formel et compte poursuivre les auteurs de ce qui se révèle être une diffamation. En l'absence de débat et postures tranchées autour du Dauphinat, eh bien, le terreau devient fertile pour les supputations et imaginations de tout genre. Jusqu'à quand nous faisons le débat? Et puis au Togo, c'est fait, c'est acté. Le pays bascule dans une nouvelle république et surtout dans un régime parlementaire. Les députés togolais ont définitivement adopté la nouvelle constitution du pays. C'était vendredi dernier. Un test contesté par l'opposition qui acte la disparition du suffrage universel direct pour élire le président de la République et crée la fonction de président du Conseil des ministres qui concentre désormais tous les pouvoirs. Nous vous dirons tout à ce sujet. Restez donc avec nous pour comprendre ce qui se joue chez le voisin d'à côté. Avec autour de la table, Francis Eloge Attalé, journaliste, analyste politique, expert en gouvernance. Analyste politique, expert en gouvernance, pas journaliste. Bonjour Francis. Oh mais écoutez, vous me faites porter une casquette qui n'est pas la mienne. Vous avez le journaliste en face de moi. Absolument, pas journaliste, analyste politique, expert en gouvernance. Oui, je crois que même le lapsus est révélateur. Les gens me confondent à un journaliste. À un journaliste. Mais vous en avez totalement les moyens, absolument. Vous avez le talent et la culture pour. Donc, non, voilà. Je crois que je me contente de mon expertise. D'accord. J'apprécie et puis je dégage les perspectives pour aider les gens à être éclairés. Très bien. Donc je suis très heureux d'être avec vous et surtout que vous m'associez à cette réflexion. C'est avec beaucoup d'amertume et de douleur que j'ai appris le décès de Renoussou. On va en parler tout à l'heure. Alphonse Maurice Soudé, journaliste, lui, à présent. Donc, journaliste, analyste politique, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Eman, bonjour à tous, bonjour à Francis et bonjour à tous les cadres techniques de l'ORTB qui nous donnent la possibilité d'être vus dans les différentes maisons. Merci donc, Alphonse Maurice Soudé, précédemment donc journaliste à Soleil FM, qui depuis lors n'existe plus. Allez, vous serez rejoint par un autre collègue à vous de Soleil FM tout à l'heure, Vigile Arwancé, qui va nous rejoindre dans la suite donc, de cette émission. Alors, Alphonse Maurice Soudé, je ne trahis aucun secret quand je vous dis que vous êtes enseignant de lettres. Et donc, forcément, vous avez eu à côtoyer Madame Renoussou qui nous a tragiquement quittés ce dimanche. Oui, d'abord, on s'est côtoyé à la fac. C'est vrai qu'elle faisait lettres modernes. Moi, j'étais en linguistique. Nous avions des cours en commun. Après, on s'est retrouvés sur le terrain lors des corrections du BPC et du bac. Et puis, c'est une dame que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle a de la culture. Elle sait défendre ses opinions et puis elle est très effacée. Je retiens de lui, en 2015, il a publié un travail de recherche. Elle a publié un travail de recherche sur le contenu de notre hymne national, où elle a démontré qu'il y avait 35 valeurs qu'on pouvait retrouver dans le texte écrit par l'abbé Gilbert Daillon. Donc je dis, c'est une dame, malheureusement c'est une perte pour le monde littéraire, parce qu'elle a une bonne production, elle a de la plume, mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Et je profite de votre micro pour présenter mes sincères condoléances aux familles Oussou et Panou, et à tous les enseignants de lettres qui l'ont côtoyé et que Dieu l'accueille dans son royaume. Francis? Non, mais écoutez, c'est avec beaucoup de douleur, je le disais tantôt. Je n'ai pas eu la chance ou l'opportunité de la côtoyer. Par contre, j'ai suivi ses actions. J'ai suivi à la télé, j'ai vu la dame en politique et l'image qu'elle projette dans l'opinion, c'est une très belle image. En dehors du fait qu'elle fut, parce que personne en valeur intrinsèque, un cadre, parce qu'elle a impacté les apprenants, au point que le 8 octobre 2022, sauf erreur de ma part, si mes souvenirs sont exacts, je crois qu'ils le sont,
à la maison des jeunes à Agla, ces anciens élèves se sont constitués en mouvement de la nouvelle jeunesse parce que l'ayant constaté en politique et l'ayant vu donner sa caution à l'Union progressiste, le renouveau, alors les jeunes qu'elle a formés, soit à Saint-Hérita, à Védocor et à Zogbo, se sont constitués pour aller l'accompagner dans la nouvelle dynamique. Ça veut dire que grâce à elle, l'Union progressiste du renouveau a eu de nouveaux membres, en fait des adhérents, pour l'accompagner dans l'atteinte des objectifs du parti. Mieux que ça, c'est que vous avez vu qu'elle fait des dons à plusieurs endroits, notamment la veille de la célébration du 1er janvier, le 31 décembre en général, quand vous la suivez, notamment dans le 5e arrondissement à Porte-Nouveau, je l'ai suivi un peu, elle fait des dons. Mieux que ça, à l'occasion de la journée internationale de l'éducation, organisée par l'UNESCO, c'est chaque 24 janvier. En marge de l'organisation, vous la voyez, tenir des causeries, elle organise un peu comme ça a été le cas, je crois, en 2022, où le maire Niakoti de Porte-Nouveau, certaines personnalités l'ont entouré, il y a eu des panels. Ça veut dire qu'elle impacte. C'est une étoile filante, mais elle a impacté, et je crois qu'elle a laissé une signature dans l'histoire démocratique du Bénin. Et ça, c'est en fait ce qu'il faut tirer de son passage et exhorter les gens à imiter ce style, ce profil, car c'est un profil qui m'intéresse. Malheureusement, elle n'est plus avec nous. Gloire éternelle à son âme. Père l'âme donc de Renoussou, dramaturge, hein. Je suis particulièrement touché par cette perte, par ce décès de cette dame qu'on a connue au CG Sainte-Rita, qui nous a tenus quand nous faisions donc encore du théâtre, parce qu'on a fait du théâtre au collège comme activité culturelle, et je me souviens que c'était elle qui nous encadrait, c'était elle qui nous donnait les directives pardon, pour évidemment réussir chaque prestation que nous faisions. Nous avons notamment mis en scène sous sa houlette, donc la marmite de Kokambala de Guy Menga, une représentation que nous avions effectuée, je pense, un 8 mars. Madame Marie-Élise Bédot était donc notre guest ce jour-là, et nous étions très fiers de pouvoir jouer devant d'éminentes personnalités. Elle aura marqué toute une génération, surtout ceux qui ont fait le CG Sainte-Rita. On souhaite donc paix à l'âme de la disparue. Et voilà, les voix du Seigneur sont insondables, comme on lui dit. Nous allons ouvrir un autre chapitre de cette émission. Donc, on va parler du volet politique, bien évidemment, avec Joseph Fifame Diogbenou, qui, je vous l'annonçais, était devant les hommes des médias pour, bien évidemment, expliquer les tenants et aboutissants de ce qu'un journal a mis sur sa manchette en semaine dernière, faisant croire que Diogbenou avait affirmé qu'il serait candidat, quoi qu'il advienne, même s'il y a crépitement de balles. Il a tenu à démentir ses propos. On vous propose de suivre un extrait de ses propos, de sa déclaration, et on revient juste en plateau pour en débattre. Dans une parution électronique d'un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m'est imputé des propos tendant à insinuer que, je cite, « je serai candidat même sous le crépitement des arbres ». Fin de citation. Il n'est ni de ma religion, vous le savez, ni de ma culture, encore moins de mon engagement, dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit, de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir, et ce, au péril quelques soucis avec l'élément qui n'a pu malheureusement aller à son terme. On va espérer évidemment pouvoir le rejouer dans la suite de cette émission pour poser bien évidemment le postulat de cette discussion. Mais avant, Alphonse Moïse, vous avez suivi de très près cette actualité. On est en droit de se demander d'où vient cette rumeur. Comment est-ce qu'un journal, vous êtes journaliste, on connaît la rigueur scientifique qui encadre le métier, qui demande qu'on ait des sources assez crédibles pour justifier tout élément qu'on rapporte, que ce soit sur un support numérique, que ce soit sur un support papier, à travers les ondes ou à la télévision. Comment est-ce qu'on arrive à créer de toutes pièces une histoire du genre?
Oui, aujourd'hui, avec les technologies de sa maison, quelqu'un peut créer un journal, mais faire ça et distribuer ça. Ce n'est pas la première fois qu'ils vous souviennent déjà de comment il s'appelle, un monsieur qui avait été déjà arrêté parce qu'un journal aurait dit des contes vérités sur le président Patrice Talon, qui est innocemment, il a relayé. Je dis, le problème, c'est d'abord au niveau de la HAC. Il faut qu'on arrive à clarifier les choses. Il y a des organes de presse qui n'ont pas d'existence légale, mais que nous voyons sur les réseaux sociaux. Et nous devons faire attention parce que l'information qui a circulé, moi, dès que j'ai vu ça, ça m'a paru bizarre. J'ai dit, mais attends. Après, je me suis ressaisi, j'ai dit, bon, le professeur Diogbenou est entré en politique. Ne nous trompons pas. Il est responsable de grands partis politiques. Et probablement, il sera candidat à la présidentielle de 2026. Et déjà... Pas probablement. Il est annoncé. OK. Lui-même n'en a jamais parlé. Oui, j'ai dit probablement. Les gens disent qu'il sera candidat. Et en politique, il faut être prêt à recevoir les coups. Voilà le premier coup. Parce que beaucoup dans son parti politique, beaucoup de la mouvance souhaiteraient aussi occuper la place qu'il occupe. Et dès que l'information a commencé à circuler qu'il y a de fortes chances qu'en 2026, qu'il soit sur la ligne de départ, forcément, ça peut être des coups politiques. Donc je dis, cette rumeur peut peut-être venir de son camp ou du camp d'en face, mais personne ne peut aujourd'hui dire, puisque le journal, finalement, on s'est rendu compte que le journal n'a pas d'existence légale. Mais ce qui a posé problème, c'est sa personnalité. Vous savez, quand on voit ça, on dit, il a pu dire ça, vu tous les combats qu'il a menés, à commencer par Mercredi Rouge, s'il a pu dire ça, c'est que ça pose problème. Mais certains n'ont pas essayé, comme on dit, ils n'ont pas fait le recoupement des faits, mais ils se sont jetés sur l'information, ils l'ont diffusé. Il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit à certaines personnes, faisons attention. Faisons attention aujourd'hui avec le code du numérique. Moi, je n'écris pas sur les réseaux sociaux. Je n'écris plus. Parce que quand vous écrivez, vous serez seul. C'est vrai que quand vous commentez, les gens vous encouragent. Mais le jour où on vous met la main dessus, vous serez face à vos destins. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait des audios virulents, qui ont été déjà arrêtés, qui seront présentés au procureur. Donc je dis, faisons attention. Mais je demanderai en amont à la HAC de nettoyer ça. Parce que à l'approche des échéances électorales, il y a ces organes de presse dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui vous en sortent et vous donnent de ces titres-là. Ce n'est pas la première fois, donc il faut qu'on fasse attention. Et je dirais à tous les Béninois qui savent lire et écrire, il y a aujourd'hui des lois dans notre pays qui nous empêchent de faire certaines choses. Et malheureusement, on n'est pas informé de ces lois-là. C'est quand vous tombez sous le coup de la loi qu'on se rend compte. C'est normal que le professeur sorte pour rétablir son image, parce que c'est une affaire d'image. Il est un homme politique, il est responsable d'un grand parti politique. Et dire ça, l'on peut faire beaucoup d'interprétations. Donc, il est de son droit de sortir et de faire des clarifications. Très bien. Alors, Francis Elou-Jatadé, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un journal, puisse sortir une telle information? Généralement, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que ça s'applique dans le cas d'espèce? Je crois que c'est les intrigues du pouvoir. Vous le savez autant que moi. Je voudrais dire en fait que quand j'ai eu l'information, ma première démarche a été de vérifier l'information. J'ai envoyé un message à un haut responsable, un vice-président du patronat de la presse, pour lui dire, écoutez, dis-moi, il faut investiguer, et dis-moi si cet organe a une existence légale. D'une part, d'autre part, qui en sont les responsables? Et là, je vais poursuivre, moi, en fait, mes enquêtes pour pouvoir être sûr de la véracité des propos qu'on veut faire porter au président Diogbenou. Bon, je crois que le retour d'information, la moisson n'était pas très bonne, et on m'a dit que le journal n'a pas une essence légale, mais qu'il y a un journal du genre, mais pas sous le même format. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est les intrigues du pouvoir. Ou il y a des gens qui ont intérêt à ce que le président Diogbenou soit vilipendé et diabolisé, ou il y a des gens qui estiment que dans le casting des présidentiables, le débat ne fait pas apparaître Diogbenou. Par conséquent, il faut l'inviter à ce débat pour qu'on sache dorénavant qu'il doit compter. Ou il y a autour de lui, et même dans la mouvance, des gens qui ont intérêt à ce qu'on noircisse ces pages.
Mais je vais porter maintenant ma casquette de coach. Je vais dire au président Diogbenou que lorsqu'on choisit de venir faire l'expérience de la vie publique, c'est qu'on doit s'attendre à tous les coups. Il doit gérer le mépris, la haine et la délation. Il doit plus craindre la fourberie, la mesquinerie et la sournoiserie des hommes, des acteurs politiques sont comme ça. Donc il doit pouvoir planer au-dessus des persiflages et rester impassible, insensible. Premier conseil. Deuxième conseil, mais autour des acteurs politiques gravitent des gens qui sont corporellement ensemble, mais cordialement distants, ou de port au Moldova. Donc, les coups peuvent partir même de l'intérieur de son parti, ou de la mouvance, ou de l'opposition. Maintenant qu'on l'a provoqué, parce que c'est les commentaires déshonorants, vous comprenez avec moi, qui risquent de ternir son image, il a éprouvé le besoin de venir clarifier à travers un point de presse. Mais ce point de presse a l'avantage de lever le voile sur une partie des activités du parti, parce que vous savez qu'évidemment, il a fait le point. L'état de mise en œuvre du plan stratégique du parti UPR, qui a été rendu public au lendemain de l'installation de la haute direction politique. Mais mieux que ça, c'est qu'il a annoncé les actions, la mise en place des structures du parti. Mais il a dit que, compte tenu de la gravité des propos, il faut apporter un démenti énergique. Et vous faites bien justement de l'évoquer, puisque le réalisateur m'informe qu'on peut à présent suivre l'élément dans son intégralité. On regarde et on revient juste après. Parution électronique d'un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m'est imputé des propos tendant à insinuer que, je cite, « je serai candidat même sous le crépitement des armes ». Fin de citation. Il n'est ni de ma religion, vous le savez, ni de ma culture, encore moins de mon engagement, dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit, de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir, et ce, au péril et au mépris de la paix publique et de la cohésion nationale. Le contenu de cette publication imaginaire, grotesque et mensonger, porte atteinte non seulement à la dignité, mais encore à l'honneur de ma personne. Je les condamne sans réserve. L'extrême gravité de ces propos et l'intention manifeste de nuire de leurs auteurs et de leurs complices ne sauraient rester sans suite judiciaire. D'autant que ceux-ci ont également cherché à atteindre la réputation de rassemblement, de paix, de progrès et de cohésion nationale de notre parti. La question des candidatures aux différents scrutins ne peut en effet être examinée en dehors de notre parti, comme l'exige la réforme du système partisan dont notre parti est l'émanation et le garant, la seule autorité et le seul cadre pour identifier, pour discuter, pour retenir les candidatures aux élections politiques déterminantes pour l'avenir de notre nation sont les partis politiques. Pour ce qui concerne l'Union progressiste Le Renouveau, aussi légitime que soient les ambitions personnelles, aussi importantes que soient les positions et les statuts politiques, gouvernementales ou administratives, passées ou actuelles des personnalités membres du parti, elles ne sauraient être placées au-dessus de ses valeurs, de ses objectifs, ni de sa stratégie. Il reviendra exclusivement à l'Union progressiste Le Renouveau, dans les formes et selon les modalités qu'elle aura déterminées, de désigner celles et ceux parmi ses militants susceptibles d'être soumis au choix de nos compatriotes en vue de la préservation et du renforcement des acquis socio-économiques. Je salue l'élan considérable et appréciable de solidarité des militants et des sympathisants du parti et appelle chacun et chacune à la sérénité et à la tranquillité.
Voilà, donc l'intégralité, sinon, de cet extrait que nous vous avons proposé pour le compte, évidemment, de ce forum de discussion. Alors, Francis Olo-Jatade, vous étiez donc en plein développement. Quand on voit, on écoute, on entend, on analyse les propos donc, du président Joseph Fifamé Diogbenou, président du parti Union Progressiste le Renouveau, on se rend compte que pour l'heure, les questions de candidature ne sont pas encore tranchées ou ne sont pas encore à l'ordre du jour au sein du parti. Non, mais il a dit, en fait, le processus. Comment est-ce que ça doit se faire? Parce que c'est parce que les propos, en fait, qu'on lui fait porter sont attentatoires à son honorabilité. Mais le président Diogbenou n'a jamais dit que l'idée d'être président ne lui a pas effleuré, en fait. Mais ce qui est normal. Il a même dit de façon voilée à travers son message quand il parle d'ambition personnelle légitime. Mais oui, mais là, il faut que ce soit dans un cadre. Et le cadre, c'est le parti. Il y a des règles pour cela. Et il y a le système partisan. Donc, je crois qu'il est respectueux, il est légaliste. Vous savez que le président Diogbenou, je l'ai côtoyé parce que moi, j'avais l'opportunité, pendant qu'il était à la plateforme en 2014, je l'ai vu. Et quand on était en difficulté et que le président Boni-Yayi avait son gouvernement, via son dépôt, ministre en charge des relations avec les institutions, avait saisi la plateforme. Mais c'est Diogbenou qui a pondu le projet de réponse tout de suite. Bon, et on a la suite, on sait. Mais je sais qu'il a une fécondité extraordinaire. Et quand il parle français, il y a recours à la stylistique de la langue française. C'est-à-dire le choix des mots est judicieux et parfois les formules sont très savoureuses. Mais au-delà de ça, c'est que nous sommes en politique où l'acteur politique qui l'incarne, surtout qu'il paraît qu'il y a eu un conclave tout récemment, avant l'incident du palais, qui a fait partie, en fait, un gros morceau, qu'il aurait tenu des propos. Bon, en fait, quand on met ça bout à bout en recoupant, on a tendance à croire qu'il peut porter une telle parole. Mais, en tant que démocrate, il vient d'afficher la posture qu'il ne peut pas assumer cette parole. Et que les auteurs, parce que ça relève de l'imagination, c'est-à-dire que c'est des propos grotesques et, en fait, imaginatifs, les gens inventés. Mais, alors, mais la question qu'on se pose, c'est comment inventer ce genre de propos? C'est-à-dire qu'on se lève un matin, on se dit, bon, ok, qui est-ce qu'on attaque? Bon, tiens, on a Joseph Diogbenou, on l'attaque, on fait une publication. Est-ce que c'est comme ça cela se passe? Écoutez, enfin, je ne comprends pas. On va laisser le terrain de la communication politique. Il y a deux possibilités. Ou bien, mon entourage immédiat n'est pas d'accord pour que je sois candidat, où je pouvais moi-même imaginer quelque chose pour me mettre en vedette. Nous sommes en terrain de communication politique. Donc forcément, il y a quelqu'un qui a un intérêt que l'image de quelqu'un soit connue ou l'image de quelqu'un soit dégradée. Et quand vous regardez le professeur Diogbenou, ce n'est pas la verve habituelle que je lui connais moi. Parce que tous ceux dont on a cité les noms lors des suscitations de candidature, vous avez vu la sanction. Vous avez vu la sanction. On n'a pas autorisé aujourd'hui les hommes politiques à logner le fauteuil présidentiel. Le chef de l'État l'a dit, ce débat sera abordé 6 mois avant échéance. Donc tous ceux qui ont eu le courage, le ministre Omeki a trouvé quelqu'un des meilleurs d'entre eux. Après, des gens auraient fait une rencontre, ils ont cité le nom de Johannes Dayon. Aujourd'hui, le nom de Diogbenou est en train de citer le chef de l'État, n'aime pas ça. Le chef de l'État n'aime pas ça parce que l'information, il y a deux volets. Joseph Diogbenou, il est politique. Il est politique, d'accord. Mais il fait partie d'une mouvance où le chef a dit on n'abordera pas ce sujet-là. Maintenant, ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est le déroulement du pacte qui continue. Donc, quand vous prenez la phrase qui a été citée, il y a deux pans. Je serai candidat à la présidentielle, ça c'est un fait. Le second pan qui dit malgré, en dépit de tout, quoi. Donc, je dis, on ne peut pas. Aujourd'hui, peut-être le président Diogbenou a peur des représailles que lui aussi, il reçoive la sanction. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il nourrit des ambitions politiques alors que le président, le responsable de la majorité présidentielle n'a pas encore ouvert les jeux et qu'il décide de dire qu'il sera candidat, ça va poser problème. Donc je dis, il se justifie pour ne pas recevoir les représailles parce que tous ceux dont les noms étaient cités pour être candidat en 2026, on a vu leur sort. Et le chef avait déjà réglé ça depuis pour dire, on n'en parle pas, on attend. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans, moi j'appelle ça la saison des pièges, la saison des coups bas. On va, c'est ceux qui vont résister
hein, à cette saison-là, qui peut-être en 2026, parce que le chef n'a pas encore désigné son dauphin. On soupçonne tout le monde de vouloir être le dauphin de Patrice Talon, donc il faut se donner les coups pour vite éliminer les moins faibles. D'accord. Alors, on a été rejoint par Vigile Avancé. Vigile, bonjour. Bonjour, Eman. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Comme vous voyez, ça va. Je rappelle que vous avez quitté la capitale pour Cotonou ce matin, malheureusement. Il y a eu des impondérables qui ne vous ont pas permis d'être là à temps. L'essentiel est que vous êtes là. La capitale politique pour la capitale économique. Bien sûr. Un pays n'a pas de capitale. Porte-Novo est la capitale, point. Politique. D'accord, ce n'est pas le débat à l'ordre du jour. Ce n'est pas le débat à l'ordre du jour. L'essentiel est que vous êtes là aujourd'hui. En tout cas, vous êtes là sur le plateau pour participer à la réflexion avec nous, notamment sur les différents sujets. Mais avant d'en venir à vous, je retourne vers Francis Eujlatane. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas justement peut-être les motivations de ces personnes qui ont pondu, on va dire, cette manchette? Est-ce que derrière, il ne faut pas y voir une façon de susciter, on va dire, le débat autour de la succession de Patrice Talon, qui semble, aux yeux de certains, on va dire, un sujet tabou? Je crois que c'est un impératif. Depuis un moment, dans le camp du président Talon, il y a un besoin de discussion autour du dauphinat, de sa succession. Je vais saluer non seulement la cohérence, mais la pertinence des analyses de Moïse, de mon frère Alphonse. Mais je veux dire en fait que quand on dit que ce n'est pas crainte de représailles que le président Djogbenou a fait le point de presse, non, c'est pas cohérent, c'est pas soutenable. Parce qu'en en fait, quand on dit de représailles, ben non, c'est quand même, il a l'autonomie de sa pensée. Mais les propos sont si graves qu'on dise que vous avez fait l'option d'accéder au pouvoir, même sous le crépitement des armes. C'est attentatoire même aux valeurs démocratiques. Alors, je crois que c'est un juriste, c'est un homme de droit. Et quand on voit son profil, son parcours, il a quand même assumé plusieurs responsabilités. Même en citoyen ordinaire, quand vous dites que vous allez accéder au pouvoir par les armes, Francis, j'ai dit que la phrase a deux volets. Oui, je ne refuse pas, mais permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Donc, lui faire dire que ce n'est pas qu'un de représailles. Moi, je dis que je suis spécialiste en communication politique aussi, et on soit l'image des politiques. Tout comme quand un débat se fait et qu'on veut s'inviter, on sait comment est-ce qu'on peut provoquer l'incident pour que l'acteur vienne et qu'on le coach pour qu'il ait la posture du présidentiel. Mais là, ce n'est pas le cas. Ici, il s'agit des propos graves. Et je vous ai dit que moi, j'ai fait une investigation, j'ai écrit à un président du patronat pour lui demander, mais est-ce que ça a une existence légale? On m'a dit non. Mais il y a un journal qui sort sous cette forme-là, mais pas la même couleur. Bon, la suite, j'ai même envoyé en fait, à d'autres personnalités. Je dis qu'on ne peut pas vous dire, en tant que citoyen démocrate, on va porter une charge grave, attentatoire non seulement à l'honorabilité, à la dignité de la personne, mais aussi aux valeurs démocratiques du pays. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas par crainte. Ça doit être spontané de dire, ah non, je condamne de façon énergique. C'est d'abord pour une question d'honneur. D'honneur. Il a intérêt à sauver, à soigner son image. Bon, maintenant, le jeu politique étant ce qu'il est, c'est qu'autour de lui, il peut y avoir des gens qui veuillent bien prendre fait et cause pour Djogbenou, parce que dans le casting des débats sur les présidentielles, on ne va pas venir. Il faut l'inviter au débat. Première analyse. Deuxième angle d'appréciation, c'est qu'on constate depuis un moment qu'il y a une frénésie. Et puis bon, il y a des têtes qui tombent. Ça, je ne sais pas sur quelle base. Mais dire que c'est parce qu'ils ont dit que quelqu'un soit candidat pour la succession, que c'est ça qui a justifié le fait que, bon, on se sépare d'eux, ça, c'est pas suffisant pour le dire. Il y a peut-être, c'est bien la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que nous ne sommes pas dans l'intelligence des faits. Et troisièmement, c'est que je crois que au sein des partis politiques, les débats sur le candidat à la candidature ou les candidats à la candidature, c'est un débat qui doit se faire. Quelqu'un ne peut pas s'autoproclamer candidat d'un parti politique. Donc ça va être un débat démocratique. Je crois qu'au vu de ces trois éléments, on peut comprendre la position et la posture du président Djogbenou. Et tout citoyen ordinaire aurait eu la même réaction. Parce qu'on ne peut pas vous faire porter des propos aussi graves. Ça veut dire que vous n'êtes pas démocrate, vous êtes sous un autre régime. En fait, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Donc il faut dire en fait que ce point de presse était souhaitable. C'est vrai qu'à l'occasion, on a eu beaucoup d'informations.
beaucoup d'informations. Justement, c'est ce que je m'en vais faire à Vigile, la question que je m'en vais faire à Vigile. Vigile, grâce à ce point de presse, le président Diogweno a abordé d'autres aspects donc, liés à son parti Union progressiste, le Renouveau. Finalement, est-ce que les motivations, c'est la question que je faisais d'ailleurs à Francis, les motivations derrière cette publication ne seraient pas une forme de provocation pour provoquer le débat, mettre le sujet sur la table quand on sait que beaucoup évitent aujourd'hui à aborder le sujet, voilà. On est un peu très réservé, on ne veut vraiment pas se prendre des risques. Non, je crois que c'est beaucoup plus que ça. Derrière ça, il y a principalement de la malveillance. Il y a principalement de la malveillance. Bon, décryptons. Ces propos-là, Diogweno dit qu'il va être candidat même au prix de crépitement des armes. Dans le contexte qu'on connaît. Mettons même, Diogweno dit qu'il va être candidat. De quoi cela retourne? Cela enfreint encore une fois à la volonté du chef de l'État. Donc, le fâcher avec le chef de l'État, d'abord. Et l'autre aspect, le rendre démon vis-à-vis de la population, comme cela ne manque pas, comme cela a commencé depuis. Donc, le premier but, c'est d'abord, n'est-ce pas, créer des problèmes à Diogweno. La nuisance. La nuisance. Pourquoi? Et c'est en cela que moi, je cherche à situer depuis les sources possibles de ces nuisances-là. Et je ne la retrouve, ou je ne les retrouve nulle part d'autre que dans la mouvance elle-même, s'il vous plaît. La mouvance elle-même, et je m'explique. Il n'est plus un secret que la volonté du chef de l'État, c'est d'attendre, n'est-ce pas, avant de faire ce débat de candidature-là. Ceux qui n'ont pas respecté cette volonté ont payé le prix. Je ne vous les cite plus, au moins il y a 2, n'est-ce pas? Et il n'est pas formellement dit qu'ils ont payé ce prix-là. Laissez tomber formellement. C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on sait. À part le ministre Omeki, pour qui le chef de l'État a fait une sortie médiatique. Est-ce que depuis est-ce que depuis 2016, oui, sous le régime de la rupture, est-ce que quelqu'un a été débarqué et qu'on nous a expliqué les raisons pour lesquelles il a été débarqué? Bien. Le chef de l'État, il a le pouvoir de débarquer qui il veut. Si vous permettez, donc il a eu le cas Olivier Bocor, n'est-ce pas, qui ne serait plus en pole position pour être le choix du chef de l'État. Parlons clairement. Il y a le cas Joannès Dayon qui également, visiblement, n'est plus en pole position pour être le choix du chef de l'État. Donc, eux, ils en ont déjà parti. Pole position par rapport à quoi? Puisque ça n'a jamais été une question ouvertement évoquée. Vous comprenez de quoi on parle. On ne comprend pas de quoi on parle parce que c'est basé que sur des supputations, pas sur des faits. Mais le chef de l'État, lui, s'est prononcé par rapport à la question. Il a dit qu'il aura son mot à dire et que c'est 6 mois avant l'élection, avant le scrutin, que le débat va se faire. Donc, c'est assez clair. Et il a dit qu'on doit pouvoir respecter ça. Et ceux qui n'ont pas respecté ça avant, vous avez vu leur sort. Ceux qui n'ont pas respecté ça après ces mises au point-là, vous avez vu le cas Dayon. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est ça qui a fait débarquer Joannès Dayon? Puisque est-ce que vous êtes dans le pays autant que moi? Mais il n'y a eu aucune communication gouvernementale. Mais il n'aura jamais de communication. Vous n'attendez pas ça. Vous êtes journaliste. Justement. Non, vous n'allez pas attendre. Mais les faits, il y a les faits. Les faits sont que M. Dayon a été... Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. D'accord, allez-y. Voilà. Donc, il me semble que c'est la guerre à l'interne. Si ça n'a pas pu être moi, si ça n'a pas pu être ceci, cela, eh bien, celui ou ceux qui sont encore là, probable, encore la possibilité d'être, eh bien, nous allons leur nuire. D'accord? Et regardez ce point de presse, justement, du président Diogweno, qui, dans ce Bénin, peut oser, après les menaces d'assignation en justice qu'il a proférées là,
qui peut oser, je vous demande, le lendemain, aller soustraire 13 secondes de ses propos où il dit, il a lu ce qu'on lui attribuait, on dit voilà, c'est la preuve. Qui dans ce pays peut faire ça? On l'a suffisamment partagé. On l'a suffisamment partagé. Qui dans ce pays peut faire ça? Et je vous amène, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a eu un troll. Maintenant, le journal ne s'est pas arrêté là. Et je vais revenir au journal tout à l'heure. Le journal ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, au Bénin, a sorti encore une autre manchette, une, que le promoteur m'a envoyé. Enfin, je dis le promoteur, l'ex-promoteur, celui qui avait eu le journal, Steven Le Monde, qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui ne répond plus de ce journal. Je reviens là-dessus. Et que dit la manchette de ce journal? Vers la fusion de tous les mouvements OB. Vers la fusion de tous les mouvements OB. La dernière étape avant le oui solennel de Olivier Bokor. Je ne dis même pas, je ne dis pas encore formellement que c'est Olivier Bokor ou son camp qui est derrière. Ils font partie des pistes, évidemment. Mais je ne dis même pas encore que c'est eux. Vous pensez que ça, c'est l'œuvre de l'opposition? Cette opposition que tout le monde a vue là, qui existe, qui essaie d'exister là, vous pensez qu'elle est dans ce challenge au point d'aller être dans ce genre de manipulation? Donc pour vous, ça vient de la majorité? C'est dans la mouvance présidentielle. Et moi, je vais dire ceci. Il y a quelqu'un qui est arrêté aujourd'hui, Rémi Nyambako. Rémi Nyambako n'est qu'un dégât collatéral par rapport à ce qui est arrivé. Rémi Nyambako, je répète, n'est qu'un dégât collatéral. Il s'est empressé d'aller ramasser une et il a lu. Moi, Rémi Nyambako, je l'ai connu, je l'ai vu une seule fois dans ma vie. Vous savez à quelle occasion? À l'enterrement de quelqu'un. De qui? De Jean Cotton. Je le dis solennellement sur la chaîne nationale. À l'enterrement de Jean Cotton, si ça vous rappelle quelque chose, c'est un activiste aussi, qui a été en prison dans les mêmes conditions pour avoir repris la une d'un journal fictif également. Et il est allé faire 1 an de prison pour ça. C'est la seule fois, moi, je l'ai vu. Moi, je voudrais, et je dis au président Diogbenou, que je connais très bien, qui ne peut jamais dire ce qui est dit là. Moi, je le connais. Il ne peut jamais dire les propos qu'on lui attribue là. En plus, les gens sont... En fait, c'est pas bien peaufiné. Regardez cet acharnement. On coupe 13 minutes, on vient... 13 secondes. 13 secondes, on vient. Regardez la une que je viens de vous lire là encore. Qui sont ceux-là qui comptent sur quoi pour continuer à oser ainsi dans la République? Et je reviens au propriétaire, au promoteur du journal. Steven Le Monde, j'ai mené des investigations par rapport à ça. Il a laissé son journal depuis plus de 2020. Et ce journal n'est pas à son premier acte. Il reprend le même titre et il fabrique des choses. Ils écrivent des choses qui n'existent pas. Et Steven Le Monde a écrit à la HAC, a saisi donc la HAC, a saisi la justice. J'ai copie de tout ça ici. Hein. Il a saisi la justice pour se plaindre, pour se démarquer par rapport à ça. Qui sont ceux qui peuvent oser? Qui sont ceux qui osent ainsi aujourd'hui dans la République impunément? Moi, je laisse des pistes et je dirais au président Diogbenou de ne pas faire, enfin, de ne pas accompagner, n'est-ce pas, Rémi Nyambako dans cette aventure de la prison. Ce n'est pas bon pour lui parce qu'il n'est pas ce que les gens veulent lui coller là. Oui, moi, je le connais, il n'est pas ça et il doit pouvoir s'en démarquer. Que les gens jettent Rémi Nyambako en prison pour d'autres chefs d'accusation, mais pas pour ceci. Il s'est excusé. Il faudrait, comme il peut bien le faire, je sais qu'il en est capable, eh bien qu'il fasse ce qu'il peut faire pour laisser Rémi Nyambako. D'accord. Alors, on sait tous, Alphonse Moïse Soulé, qu'aujourd'hui, il y a la loi sur le numérique qui est vraiment très, qui encadre tout ce dont nous sommes en train de parler. Et donc, clairement, il faut faire attention avec tout ce qui est lu pour vous, tout ce qui est relayé pour vous, tout ce qui est, on est tombé sur une information sans même chercher à sourcer l'information ou à confirmer la véracité de l'information. On balance à gauche, à droite. Certes, on comprend bien sûr, Vigile Armancet, mais malheureusement aussi, il y a les tests de la République sur lesquels qu'il faut respecter. Vous savez, il y a des lus pour vous
qui arrange certaines personnalités. Ça ne dérange personne. Quand ça arrange, ça ne dérange personne. Mais quand ça dérange, ça pose problème. Moi, je dis... C'est comme dans la vie. L'intéressé a déjà saisi la justice. Qu'est-ce qu'on a... Pourquoi on n'a pas déjà réglé cette affaire-là? Vous voyez, le journal a fait sa pagaille, et puis on en parle, et voilà, il continue. Il ose, il continue. Moi, je vais demander au chef de l'État, il faut ouvrir le débat sur la présidentielle, sur les élections générales de 2016. 2026. Sinon, nous sommes dans la saison des coups bas. Nous sommes dans la saison des coups bas. Parce que dès que quelqu'un se lève et dit, ben, Francis sera candidat dans le parti, on s'arrange, on va détruire son image. Ainsi de suite, on est en train de procéder à une sélection déjà. Je dis, il faut ouvrir le débat. Ceux qui se sentent à même d'être candidats, ok, on fait le débat. Parce que dire qu'il faut attendre forcément 6 mois avant de commencer le débat, on a l'impression que peut-être le chef a déjà son candidat. Mais dans un parti politique, on a dit, il faut que le président Djokovic l'a rappelé, que c'est le parti qui décide de qui sera candidat. Ça veut dire qu'il faut forcément faire les primaires. Et pour faire les primaires, il faut savoir qui sont ceux qui sont capables d'être candidats. Donc je dis, au niveau de la mouvance, comme au niveau de l'opposition, il faut déjà ouvrir le débat. Si on n'ouvre pas le débat, c'est qu'on permet à la saison des coups bas de continuer. Alors, on sait, hein, Francis Olu-Jatali, que ce n'était pas l'apanage de la politique béninoise, c'est l'apanage voilà, de la politique de façon universelle. On l'a vu en France lors de l'élection présidentielle de Sénégal à côté avec Sonko. Le président Macron, où voilà, François Fillon, il y a eu des dossiers qui ont été sortis sur lui juste pour pouvoir le disqualifier. Même aux États-Unis avec Hillary Clinton, avec les affaires de mails qui ont été mis sur la place du marché et qui ont fini par porter préjudice à Hillary Clinton qui, voilà, on connaît la suite avec l'élection de Donald Trump. Donc, clairement, ça fait partie du jeu, finalement. Non, mais vous n'avez pas parlé de DSK. De l'affaire Dominique Strauss-Kahn, voilà. Ben, écoutez, on peut citer d'autres affaires, on peut en citer autant. Oui, tout ce que nous disons ici, c'est des hypothèses. Il reste maintenant à justifier. Parce que là, moi, je ne suis pas aussi péremptoire que mon frère Vigile. Mais ce que j'ai dit ici, c'est que quand j'ai eu l'information, j'ai cherché à investiguer, j'ai contacté des personnes ressources, personnalités de la presse, pour en savoir davantage sur les licences légales. Il vient de confirmer que ça fait depuis 2020 que le responsable ne répond plus de rien. Et que le même cherche le malveillant, enfin celui qui est derrière, qui utilise maintenant ça une. Donc, ça veut dire que c'est un organe fictif, et je crois que le président Djokovic, dans son point de presse, a même reconnu que c'est un organe en fait, qui n'a pas d'existence, mais qui a entrepris une activité malsaine, c'est-à-dire des activités attentatoires à l'honorabilité du président Djokovic. Bon, nous sommes sur un terrain politique. Même en ouvrant, par exemple, la question de la succession, ça ne va pas empêcher les gens de chercher à noircir votre image ou à ternir votre image. Ça, comment dire, c'est dans le jeu politique. C'est-à-dire, vous devez savoir que vous prenez serment en venant en politique, vous pouvez être aimé. L'acteur politique majeur, surtout de cette dimension qui est présidentielle, il peut être adulé, aimé jusqu'à l'adoration, mais il doit savoir qu'il peut être aussi détesté, vilipendé jusqu'à la diabolisation. Donc, il doit l'intérioriser. Et dans ce comportement, il doit savoir que dans son environnement immédiat, il doit avoir des coachs. Et ce n'est pas le fait de répliquer qui compte. C'est vrai que vous avez demandé qu'il soit bienveillant par rapport à notre ami Rémi, en fait, notre ami parce que citoyen béninois. Oui, c'est vrai, parce que lui n'a fait que relayer. Mais on peut partir de lui pour donner des leçons aux activistes qui ne cherchent pas à vérifier l'information. Vous devez vérifier, la moindre des choses, c'est vérifier l'information avant de la divulguer. Ça doit devenir un réflexe aujourd'hui pour chacun de chercher à vérifier une information avant de la partager. Il faut toujours interroger les sources. Moi, je n'évoque pas une information sans avoir cité mes sources. Parce que c'est la moindre des choses, ça vous protège. Bon, il a cité la source, ce qui est vrai. Mais il se fait que la source est mal renseignée. L'a trompé, c'est pas mal renseigné. Ça. Bon, et puis non, il ne s'est pas arrêté à ce que la source, ce qu'elle a dit là. Mais lui, il a fait, il est remonté à beaucoup d'informations. C'est ce qui a fait que, c'est ce qui peut-être peut gêner le président Djokovic. Et je comprends que ça risque de créer de la fissuration au sein de son parti. Donc le désamour peut venir, par exemple, dire que il est si obnubilé par le pouvoir, au point qu'il va dire que même sous le crépitement des âmes, lui va accéder au pouvoir. C'est-à-dire, même dans le sang, il va prendre le pouvoir. Non, c'est pas digne. Et je crois qu'il a bien fait de venir se prononcer devant les médias
Donc l'opinion nationale et internationale est témoin de ce qu'il n'a pas dit ça. Bon, si par la suite, les investigations plus poussées arrivaient à le confondre, ça fait son problème. Mais en tant qu'homme de droit, il a bien fait de se prononcer et ça rassure non seulement sa famille politique, ça rassure les acteurs que nous sommes et les analystes, et ça rassure davantage l'opinion, l'image qu'il compte projeter. C'est ça, en fait, qu'il a essayé de camper. Et je crois qu'à l'occasion, moi j'ai dit qu'on avait souffert d'informations de la part des partis politiques et ils nous offrent en fait le chou gras, puisque désormais on sait ce qui a été fait à l'EPR et ce qui sera fait les semaines à venir. Donc, à malheur quelque chose est bon. Bon. Donc, ben, ça lui permet de venir, de s'inviter dans le débat sur les présidentielles. Ce n'est pas mauvais. Donc, fort de cela, Rémi n'a pas fait grand-chose. Rémi a été sous le coup des tests, c'est vrai, mais il y a peut-être plusieurs Rémi qui ne sont pas encore débusqués. Donc, qu'ils sachent qu'on ne relève pas n'importe quelle information, parce que si l'information est erronée et fallacieuse et attentatoire à la dignité d'une personne, c'est normal que la personne demande réparation. Donc, les chefs d'accusation ou chefs d'inculpation qui sont là, moi, je ne suis pas un spécialiste de droit pour procéder à la qualification des infractions. Mais si on peut adoucir sa peine dès lors qu'il a reconnu, il paraît qu'il a fait un audio pour demander. Présenter des excuses. C'est le cas, bon, qu'on soit bienveillant. Avant même son arrestation. Mais oui, qu'on soit bienveillant. Très bien. Mais si vous permettez, Eman, moi je dirais c'est un cas d'école pour notre police et pour notre justice, pour pouvoir mettre la main, n'est-ce pas, sur ceux qui sont derrière. Pour moi, ce n'est plus compliqué à partir du moment où les gens continuent. Ce n'est plus difficile pour la police et la justice globalement, à partir du moment où les gens ont poussé le culot jusqu'à faire pondre les 13 secondes là. On peut retracer facilement. Et s'ils ne le font pas, ben, on se poserait des questions. Comment ça peut être aussi facile et qu'on ne le fasse pas, n'est-ce pas? À partir du moment où ils ont continué à pondre toujours des unes du genre, dans ce contexte-là, je pense que c'est un challenge pour la police républicaine et pour la justice béninoise de savoir qui est derrière. Le principal, ce n'est pas Rémi Nyambako qui est l'essentiel. Mais il faudrait qu'aussi au niveau des partis politiques, qu'on fasse les investigations. Qui a intérêt à faire ça? Qui a intérêt à faire ça? Parce que c'est forcément celui qui écrit, il n'est pas surnaturel. Forcément, il y a quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut voir clair. Parce que, vous voyez, parfois, il y a des informations qui surprennent et par réflexe, il y a des gens qui relaient de façon innocente pour dire « Ah, je prends ça, j'envoie ça, vigile, et puis ainsi de suite. » Il faut qu'on... Moi, je voudrais que les partis politiques, c'est là encore que je les interpelle, que les partis politiques fassent désormais un travail sur le code du numérique. Parce que leurs militants aussi peuvent relayer des choses. Il faut sensibiliser les gens. Parce que c'est quand on frappe une fois, deux fois, que les gens disent « Ah, cette loi-là existait ». Il faut aussi qu'on appelle les partis politiques éduquent à la citoyenneté, à part de ce qui est arrivé, qu'on dit aux gens, ce n'est pas tout qu'on relaie. Il faut toujours vérifier. C'est vrai qu'il y a des informations, vous frappez à beaucoup de portes, vous n'aurez pas la bonne information. Donc je dis, il faut faire attention. Non, c'est que les partis politiques aussi ont des cellules de renseignement. Peut-être que ces cellules ne sont pas opérationnalisées. Il faut qu'ils fassent en sorte qu'ils aient l'information à temps réel. Et surtout éduquer le citoyen. Donc, l'homo numericus, comme on aime à le dire, l'homme numérique et l'homme qui est sur les réseaux sociaux, à éviter de partager dans une démarche presque mécanique tout ce qui lui tombe sous la main sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a qui sont rendus spécialistes de ça. Dès qu'ils ont quelque chose qui leur tombe sous la main, le premier réflexe qu'ils ont, ce n'est pas de chercher d'abord à vérifier, mais c'est de partager d'abord et de vérifier après. On peut peut-être faire des erratums ou des erratas si vous voulez, mais lorsque c'est parti, c'est que c'est parti. Et quand on veut vous nuire, c'est plus facile de se saisir de cela et de vous attaquer. La période que nous sommes en train de traverser, elle n'est pas très bonne. Donc il faut savoir raison garder et il faut savoir aussi se contrôler.